BMW M Team WRT s'est enfin imposé en championnat du monde d'endurance le week-end dernier aux 6 heures de Spa. L'alliance germano-belge entre le constructeur allemand et l'écurie de Vincent Voss a enfin triomphé en WEC grâce à une stratégie aux petits oignons faite par les troupes de Vincent Voss. On y reviendra évidemment dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, pour débriefer cette deuxième manche du championnat du monde 2026, la dernière épreuve avant les 24 heures du Mans dans un mois, puisque nous sommes aujourd'hui le 13 mai 2026. Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, c'est parti. Laurent, salut, on était avec Thibaut tous les deux aux 6 heures de Spa en Belgique le week-end dernier. Nous avons assisté donc, comme je le disais en introduction, à la première victoire de BMW et du Team WRT. Comme vous avez sans doute pu le voir si vous avez regardé la course ou si vous avez parcouru les différents bilans et réactions d'après-course, l'écurie belge s'est imposée grâce à une stratégie, certes risquée pour une des deux voitures, on va y venir Laurent. C'est enfin une première victoire. Et c'était un peu, dans un sens, un soulagement. Bon, tous les deux, on connaît très bien WRT pour le programme en GT World Challenge. Avant de commencer de rentrer plus dans la course, Laurent, on est d'accord tous les deux, c'est une victoire, on va dire enfin, parce que au vu du potentiel de l'écurie belge et au vu des moyens qui sont mis dans ce programme M Hybrid V8, c'est fait une attente un peu longue depuis 2024. Pierre, c'était attendu. Je pense qu'on l'attendait peut-être même plus tôt. Il faut souligner aussi quand même que c'est un prototype qui répond à la réglementation LMDH, parce qu'on a quand même plus de victoires de prototypes qui répondent à la catégorie, enfin la classe LMH qu'à la réglementation LMDH. C'était quoi le dernier? C'était Alpine. La dernière victoire d'une LMDH, Alpine à Fuji. On a vu déjà à Imola quand même que les LMH étaient quand même plutôt pas mal en verve. Et c'est bien que ce soit quand même une LMDH qui gagne. C'est bien que ce soit une BMW parce que déjà ça change un peu. Et c'est sûr que, comme tu l'as dit, avec tous les moyens mis en place par WRT, la victoire, et c'est même pas une victoire, c'est un doublé. Bon, après, je pense que pour Spa-Francorchamps, c'est un peu une épreuve de doublé parce que 2024 doublé Porsche, 2025 doublé Ferrari, 2026 doublé BM. Même si ça va pas être un doublé facile, hein, tu l'as dit en préambule. C'est un doublé qui intervient un an après l'inauguration des nouveaux locaux de WRT face à l'aéroport de Liège, où c'est quand même un gros changement. Il y a aussi le changement avec le programme IMSA en GTP, qui lui est un petit peu plus compliqué à se mettre en place, mais ce qui est un peu logique parce que les États-Unis, le programme IMSA, c'est pas le WEC. Mais qui a déjà fait 2 podiums quand même. Puis WRT, enfin comme tu l'as dit, nous c'est une équipe, enfin moi c'est des gens que je côtoie depuis le début de l'équipe, depuis plus de 10 ans, donc c'est sûr que c'est des gens avec qui on s'entend bien, c'est des gens qu'on apprécie, c'est toujours sympa de voir des gens qu'on apprécie avec qui on n'a jamais eu le moindre problème quand ce sont ces gens-là qui gagnent, ce qui est pas le cas avec tout le monde. Donc c'est plutôt sympa, ouais. Il y a peut-être aussi déjà les essais, enfin l'hyperpole quand même, qui est quand même, enfin tu vois, avec une hyperpole, avec une pole Peugeot, avec une deuxième ligne Alpine, pole Peugeot, deuxième ligne Alpine, pole Acodis ASP en GT3. Là, tu te dis, bon, les Français, là, les Belges, on va vous mettre minable. Sur le papier, manquerait plus que Paul Sexas donne le départ les 24 heures du Mans et là, on a la totale. Je pense qu'on peut quand même voir ça un peu comme une surprise avec des Aston Martin aussi qui étaient quand même très en verve. Donc, c'est toujours un peu surprenant ces histoires de voitures qui une fois sont là, une fois sont pas là. J'avoue que tu peux toujours être un peu perdu avec Ferrari qui a quand même la voiture, on va dire, la plus homogène certainement du plateau avec la Toyota cette année. Et l'an dernier, tu as 3 Ferrari à Spa en hyperpole et là, t'en as qu'une seule. Bon, Peugeot, il y en avait déjà 2, je crois, l'année passée. Là, il y en a encore 2. Cadillac, il y en avait 2. Là, il y en a toujours 2. Puis tu as les 2 Aston aussi. Et tu avec une BMW. Donc déjà, une séance qualificative ou hyperpole un peu bizarre. Bon, après, c'est bien pour Peugeot, hein, c'est pas le problème. Mais bon, ça reste toujours surprenant. Bah, on va y venir quand on va effectivement passer en revue les différentes équipes. Mais c'est vrai que cette hyperpole, on a vu encore. Alors, Loïc Duval disait avant les qualifications. De toute façon, on va mettre Malte Jacobsen et il va nous faire sa magie. Bon, il a eu raison, puisque le Danois a quand même fait un tour quasi parfait, hein, puisqu'en 2 minutes 00 653, il devance Will Stevens et Cadillac Team Jota. Il n'y a que 43 millièmes d'écart, il y a 78 millièmes d'écart avec la 3e place de Charles Milesi.
185 millième avec Jules Gounon, bon, c'était quand même très serré. Et à ce moment-là, c'est vrai que les deux forces en présence on va dire de cette hyperpole qui paraissent les mieux placées après en vue de la course, c'est plutôt Cadillac et Alpine en fait, au vu de la vitesse, au vu de ce qu'ils ont montré, au vu aussi de l'utilisation des pneus, on va y revenir aussi, ça a été un sujet un petit peu ce week-end. Ça semble être les forces en présence les mieux placées. Après, il y avait l'interrogation Peugeot. Souviens-toi, Laurent, à Imola, où la Peugeot avait fait une bonne qualification également. Et après, était tombé un petit peu dans la hiérarchie parce que c'était vraiment pas un circuit qui convenait à la 9X8. Très bosselé, les vibreurs, une voiture qui dégrade un peu plus que la concurrence. Voilà, sur ce tracé de Spa où il y avait peut-être des caractéristiques plus en phase avec la voiture, il y avait un peu d'espoir aussi, et on va y venir. Hein, ça a tenu dans le premier relais, et au final, la 94, l'issue de sa course, c'est en fait un accrochage dans lequel Malte Jacobsen est totalement impuissant. Hein. Il ne peut pas faire grand-chose face à la Mercedes qui est en perdition après le freinage au bout de la ligne droite des Combes. Donc c'est vrai qu'au vu de la qualification, c'était un peu les cartes étaient vraiment redistribuées par rapport à ce qu'on avait pu voir auparavant, et comme tu disais avec par exemple BMW et WRT qui ne sont que 10e et 11e. Ouais, alors après, il y a aussi le paramètre quand même qui est un peu comme l'année passée où t'as pas de Toyota en hyperpole à Spa. Bon, je sais bien que c'est la course avant Le Mans, je sais bien que la VOP du Mans, des 24 heures du Mans, elle sera spécifique aux 24 heures du Mans et elle prend pas en compte les manches précédentes du championnat du monde d'endurance. Maintenant, sans parler de Toyota particulièrement, mais je serais quand même très très surpris que tout le monde ait montré tout ce qu'il y avait à montrer. Et je serais quand même très très surpris qu'il n'y ait pas des constructeurs des petits malins qui cachent un Qui n'est peu pas leur jeu tout avant Le donné. Mans. Ouais, franchement, enfin, il suffit de discuter, même sans être sur place, il suffit de discuter un peu avec les uns et les autres. Et bon, après, chacun tire la couverture à ses pieds, hein, chacun donne son bout de gras et son avantage. Mais maintenant, je serais quand même très très surpris qu'il y en ait pas qu'on ait gardé un petit peu sous la pédale. Et on va voir pourtant que Toyota n'était pas si loin d'un potentiel bon résultat, Laurent, parce que bon là on va y venir. Ça a été c'est une erreur, une rarissime erreur dans l'exécution de Toyota. On loue souvent l'équipe japonaise pour sa constance et des exécutions quasi sans faille. Voilà, il y a eu un petit grain de sable pour le clan Toyota qui avait fait un peu hein, aussi un pari hein, stratégique, et on y vient sur cette course, Laurent. C'est d'abord BMW et WRT qui ont joué de la stratégie. On vous encourage à aller lire notamment ce que nous déclarait Thierry Tassin ces dernières heures sur cette stratégie. Au vu de la qualif, ils sont quand même dans une position pas forcément très favorable. C'est en partie ceux-là qui aussi décident de la mise en place d'une stratégie assez agressive, et donc avec une vraie prise de risque sur la BMW numéro 20 du coup qui était devant la voiture sœur en piste. Et autant Toyota a choisi de s'arrêter vraiment de façon décalée en fait, Laurent, le premier arrêt, et vraiment de jouer la stratégie à fond. Autant BMW et WRT en fait ont aussi en partie réagi à cet arrêt anticipé, mais eux en fait n'ont pas voulu anticiper l'arrêt, mais ont rempli un petit peu moins le réservoir de la numéro 20, et avec une bonne stratégie, ils ont réussi à repartir devant cette Toyota en piste. Et un peu comme Toyota, la M Hybrid V8 a sans doute eu besoin à Spa du clean air, hein, le fameux la piste libre, hein, pour pouvoir exploiter tout son potentiel, et donc se garder aux avant-postes hein, par rapport à la 8 quoi. Et après, il y a aussi, enfin ça, tu l'as très bien dit avec ce qu'a dit Thierry Tassin après la course. Le truc, c'est que tu disais que Toyota a fait une rare erreur d'exécution, ce qui est entièrement vrai. C'est rare que tu les prennes en défaut au niveau exécution depuis des années. Et je pense On, quand on même, rappelle, on rappelle Laurent que Toyota n'a pas remis toute l'essence. ouais, sur la numéro 8. Et c'est vrai que du côté de chez WRT, quand tu vois les gens qui sont à la stratégie, c'est du kiff-kiff bourricot, on va dire, avec Toyota en termes de compétences et tout là-dessus. C'est pas des gens que tu prends en défaut. Et Laurent, on l'a vu en GT World Challenge, pour élargir un peu le propos, on l'avait régulièrement vu en GT World Challenge. Quand en plus la stratégie est possible, et on le sait notamment à Monza pour l'Endurance Cup, on avait vu WRT réaliser des stratégies assez incroyables, et notamment la victoire, souviens-toi, c'était il y a 2 ans, Ouais, il y a avec la voiture voiture en en bronze. bronze.
notamment, du fait de cette stratégie. Et plus loin encore, moi je me souviens très bien d'une victoire, c'était encore le championnat Blancpain Endurance Series à Silverstone, avec une histoire, là c'était du temps des Audi, parce que ça date un petit peu, où il y avait une fenêtre où il fallait pas s'arrêter entre tel temps et tel temps, qu'il fallait dépasser pour faire un arrêt complet, et que chez WRT, ils avaient réussi à faire l'arrêt complet en dessous de la fenêtre. Il y a combien de règles? Alors, je sors un peu du championnat du WEC, mais il y a combien de règles qui étaient en place en GT World Challenge Europe ou avant en Blancpain Endurance Series, qui ont été changées parce que WRT n'a pas triché, hein, c'est pas une histoire de triche, mais a exploité le règlement, a fait mieux que le règlement, et il y a certaines choses qui n'avaient pas forcément été pensées par le législateur, et WRT a trouvé ce qu'il fallait pour mettre en place la bonne stratégie pour gagner des courses. C'était le cas pour les arrêts, c'était le cas donc pour le timing pour les stands, comme je le disais à Silverstone. Donc là-dessus, WRT, c'est du 5 étoiles. C'est du 5 étoiles. Ouais, oui, et ça c'est sûr qu'ils ont cette capacité aussi à réagir aux situations, et ça a été en partie le cas donc au début de course, et après ils ont eu certes de la réussite, hein, et que ce soit Vincent Voss ou que ce soit Andreas Ross ou Thierry Tassin, on ne l'ont pas caché, il y a eu aussi une Une part part de de chance, enfin réussite, de réussite. une part de chance forcément, puisque effectivement, s'il y avait eu une neutralisation plus conséquente en début de course après leur arrêt, ça aurait été évidemment le pari un petit peu perdu. Bon, ils avaient quand même réussi à prendre de l'avance, donc ils s'étaient un petit peu ménagé aussi un peu de marge par rapport au déroulé de la course, mais il a fallu de la chance. Il a fallu aussi de la réussite, et c'est le cas de la numéro 15 qui termine deuxième, puisque la numéro 15, elle, était sur une, on va dire, sur une séquence d'arrêt plus traditionnelle avec le peloton, plus conventionnelle par rapport au reste du peloton. Et avec cette stratégie standard, normale, entre gros guillemets, ils ont réussi, eux, à rester dans le bon wagon. Sauf qu'à un moment, ils font un arrêt, ils rentrent dans la voie des stands juste avant la mise en place d'une voiture de sécurité virtuelle. Et ça les remet également largement dans le bon peloton, puisqu'on rappelle que la voiture a été impliquée dans un incident avec la Ferrari numéro 51 au bout de la ligne droite de Kemmel, donc au combe. Et ensuite, là, la stratégie reprend le dessus, puisque WRT au dernier arrêt, pour sécuriser la position en piste, hein, on sait que bon, même si à Spa c'est un petit peu moins important qu'à Imola, ça reste quand même important d'être bien placé en piste. Et là, au dernier arrêt, ils choisissent de ne pas changer les pneus. Et Kevin Magnussen, malgré des pneus en moins bon état que la concurrence, il résiste, et ça valide le doublé. Mais on peut voir du coup que même sans la 20, la 15 aurait pu l'emporter, puisque elle était bien placée, et là encore sur une stratégie un peu différente. Et ça rejoint ce que tu dis, hein, c'est la science de la stratégie de WRT, qui a en grande partie permis le doublé qu'on a vu le week-end dernier à Spa. Après, il y a aussi un Kevin Magnussen, hein, comme tu l'as dit, qui a été très bon en fin de course, même si au début il avait fait un peu peur parce que tu dis attends, il va essayer forcément de passer la BM au niveau du restart et tout, mais il a été très bon. Puis je pense que les consignes ont été passées évidemment pour quand même, Ah ben on les a pour assurer. entendus clairement Et, à la radio. Ouais. et il a été très bon pour défendre, et le fait de défendre autant avec une voiture qui avait des pneus quand même qui étaient pas tout neufs, ça a permis forcément à la voiture sœur de prendre la poudre d'escampette, et les autres derrière ont pu justement juste essayer de se contenter de dépasser. Et d'ailleurs, je les remercie parce que c'est ce qui m'a permis d'être pas trop mal au niveau des pronostics. Donc, donc, merci à vous. Et donc oui, et, ça a été un peu après, comme c'est une course aussi qui a quand même été hachée avec des neutralisations, ça a permis aussi d'avoir un peloton assez compact. S'il y avait pas eu toutes ces neutralisations-là, je suis pas sûr que la course aurait le même visage, tu vois. C'est toujours un peu Bien sûr, le scénario aurait été différent, évidemment. donc c'est toujours un peu le sujet. C'est toujours le sujet où quand tu regardes la course, si tu regardes la course, ce qui était mon cas, où tu regardes une partie avec des gens qui connaissent le sport auto, qui connaissent l'endurance, mais qui sont pas comme nous piqués à l'endurance et qui font pas ça toute l'année, les gens forcément te disent mais attends, mais c'est génial votre truc. Il se passe plein de trucs, t'as des accrochages, t'as des sorties, t'as des restarts, t'as t'as des dépassements. Franchement, d'un point de vue extérieur, et je pense que les gens qui étaient sur place au niveau du public ont kiffé parce qu'il s'est toujours passé quelque chose. C'est ça, et c'est ce que disait Thierry Tassin. Ça a été et je pense qu'il a raison, ça a été une belle promo pour le championnat, parce que la course a quand même été ultra animée, il y a quand même eu un suspense avec ses stratégies un peu différentes, etc.
Bon, la victoire belge à domicile, Laurence, ça aide aussi à l'ambiance et aussi à mettre en lumière ce succès de BMW WRT. Et je te dis, et tout le monde a apprécié. Maintenant, si t'as pas toutes ces neutralisations et tout, je pense que le schéma, il est pas le même. Mais bon, ça, c'est le propre d'une course de voiture maintenant, avec toutes les neutralisations, et ça s'apparente un peu plus à... Je pense que t'as quand même beaucoup de gens, pour en avoir discuté quand même encore le week-end dernier, t'as des gens, pas spécialement le WEC, hein, mais le sport auto en général, qui voient maintenant plus ça comme un show que comme du sport. En plus, nous, on a une BOP dans les différents championnats, donc c'est encore pire, parce que c'est quand même plus... Enfin, c'est moins sportif parce qu'il y a plus d'équilibre et tout. Il faut équilibrer, il faut que tout le monde mette tout le monde au même rang. Mais maintenant, ouais, c'est sûr que là-dessus, quand tu es sur place, bah tu dis waouh, le truc, si c'est comme ça sur chaque course, moi je viens sur chaque course, tu vois. Après, depuis le début de saison, enfin, il y en a quand même qui sont passés totalement à côté, hein. Si tu prends Cadillac, Ce qui est paradoxal, c'est que pourtant, beaucoup les plaçaient en favoris avant cette course de Spa. On a vu une V-Series R quand même assez diabolique dans le premier secteur. Donc on sait que c'est quand même un secteur d'importance à Spa. le passage en soft n'a pas forcément été positif, hein. Alors le passage en soft, non, mais ils étaient obligés de le faire du fait du choix aussi des qualifications. Donc c'est sûr que là pour le coup le choix stratégique n'a pas été le bon. C'est sûr que Cadillac, bon il y a eu des promesses en qualif avec ce qu'on disait, un rythme assez soutenu, très soutenu même. La 12 a mené en début de course avec dans la première heure, puisqu'ils se sont débarrassés de la Peugeot au sommet du raidillon. Will Stevens a dépassé dans la quasi tout de suite Loïc Duval. Et après, il y a eu une première pénalité de 5 secondes. Bon, en fait, c'est en partie ça qui a aussi conditionné la suite de la course, parce que du coup ils se sont retrouvés dans le trafic. Ça a été un gros problème pour Cadillac, parce qu'à partir de là on les a vus en difficulté, encore une fois cette histoire de clean air qu'on évoquait avec la BMW et avec la Toyota. Et puis après il y a cette fameuse histoire effectivement de pneus tendres qui n'a pas fonctionné, et sans oublier que la 38 elle a été impliquée dans un accrochage avec la Porsche 92 en début de course, et bon qui a été rapidement éliminé puisqu'il y avait un problème de frein ensuite et une crevaison. Il a fallu revenir au stand, et ensuite c'est la transmission qui s'en est mêlée. Je suis d'accord avec toi que Cadillac, c'est les promesses non tenues. Et nous avons Thibaut Villemont qui vient de nous rejoindre et qui va peut-être confirmer ce qu'on vient de dire. Thibaut, tu es d'accord que Cadillac, c'est un peu la déception du début de saison, alors que sur le papier, ça a l'air et ça fonctionne en fait en termes de performance. Salut à tous, ouais, désolé, moi aussi je suis en retard sur le plan de marche. C'est sûr, moi c'est on voit vraiment que le nouveau package aéro il fonctionne très bien. On se fait toujours nos petits pronostics en interne, et clairement moi je les avais mis favoris, et en plus encore après les qualifs. Ils ont fait ce choix un petit peu curieux de chausser les softs en qualification, alors qu'on s'attendait quand même à une course relativement chaude. Et pendant la course ils les ont chaussés de mémoire quasiment 3 relais avant la fin. Et on était vraiment dans la fenêtre de fonctionnement très haute du soft, et on était en plein dans la fenêtre de fonctionnement du médium, et ça a clairement pas fonctionné. Donc pour moi, il y a eu un raté, clairement du côté de Cadillac. C'est hélas pas une première. À Imola, ils étaient déjà un petit peu passés à côté de leur course. Enfin, pour le coup, c'était plus une erreur de Will Stevens qui avait pris une pénalité, donc il y avait dégringolé dans la hiérarchie. Alors, j'ai envie de dire, au niveau d'exécution, ce sont des erreurs. Alors, est-ce que c'est inquiétant pour Le Mans? Peut-être pas. En revanche, ils ont perdu gros championnat en 2 courses durant lesquelles ils devaient marquer des gros points, et ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Donc ça, c'est vraiment dommageable. Moi, je les voyais gagner, honnêtement, j'en avais fait mes favoris. Il y a quand même pas mal de choses avant Le Mans qui m'inquiètent, dans le sens où il y a ces erreurs d'exécution, il y a quand même cette ambiance. Honnêtement, on sait même pas encore qui fait Le Mans sur la 12. C'est Alex Lynn, c'est Louis Delétraz, c'est qui? Je pense pas que ce soit le climat le plus serein qui soit pour préparer les 24. Louis a fait un très bon week-end. Ouais, Louis a fait un très bon week-end, ce qui est tout sauf une surprise. Et puis après, ce qui est juste le point positif qu'il garde en tête, c'est que la voiture, elle fonctionne vraiment fort, vraiment fort. Le kit Aero 26, il a vraiment été désigné pour Le Mans. Maintenant, il faut qu'ils mettent bout à bout et qu'ils arrêtent de faire des erreurs. Et le jour où ils arrêteront de faire des erreurs, bah là, pour le coup, oui, ça va faire mal. c'est quand même étrange parce que chez Jota, on n'est pas habitué à ce genre de cagade. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est ce que je dis. Peut-être que c'est aussi lié à. Alors, il y a eu des changements durant l'hiver, mais bon, c'est plutôt des renforts qu'autre chose. Il y a eu l'arrivée de Leon Price au poste de team manager. Il y a Jérôme Moore qui continue, qui continue à prendre ses marques. Après, ça fait maintenant plusieurs mois qu'il est chef ingénieur de Cadillac. Mais bon, voilà, c'est comme tu dis, ils sont pas coutumiers du fait, donc va falloir s'assurer que tout remettre en ordre avant Le Mans.
Et pour rebondir Thibaut sur ce que tu disais, sur la performance de la voiture, avec ce kit Evo 2026 qui semble marcher, chez BMW c'est aussi un élément à prendre en compte, il y a également une version Evo, qui par contre, autant en qualification sur un tour, ça a l'air pas forcément des plus évidents selon les pilotes, mais par contre on a vu, et ça les pilotes étaient confiants, que le rythme en course de l'Evo, avec cette maniabilité, cette possibilité de faire la course, et cette constance qu'apporte le kit Evo, fonctionne, et donc ça c'est aussi à noter pour le clan BM, un petit point à mentionner un peu en lien avec Cadillac. Et Thibaut, l'autre déception, pour rejoindre Cadillac, c'est Alpine. Alpine qui aussi paraissait avoir une voiture plutôt dans le coup, hein, on a vu en qualification. Bon, là, il y a eu un petit peu de course, hein, puisque la 35 a souvent été aux avant-postes. Bon, la course se termine malheureusement avec le double duel entre Antonio Félix da Costa et les Aston, et la perte de contrôle ensuite du Portugais en haut du raidillon. Pour la 36, ça a été un petit peu plus compliqué, et surtout la course n'a pas tourné en leur faveur au niveau des neutralisations avec leur séquence d'arrêt. Ils n'ont pas eu de réussite. Après, voilà, tout ça, faut aussi savoir gérer. Donc c'est quand même, voilà, je vais presque me répéter par rapport à Cadillac. Je mettais Cadillac vainqueur parce que pour les raisons qu'a évoqué Laurent, parce que je trouve que Jota, normalement, dans l'exécution, ils sont toujours forts. Et c'est pour moi ce qui allait normalement leur permettre de faire la différence par rapport à Cadillac. Je voyais pas Peugeot rester devant. Et au final, ils ont pas réussi. Mais Alpine n'a pas aussi, n'a pas non plus, répondu aux attentes. Donc du côté d'Alpine aussi, on laisse filer des gros points. Il y avait vraiment tout qui était réuni. Dès qu'ils ont posé la voiture par terre en essai libre 1, ça fonctionnait, la voiture était rapide. Et donc c'est aussi un week-end très frustrant pour les Bleus. Il y a aussi du positif à retenir pour Le Mans, mais ils sont voilà. Il y a encore une fois, je pense que la copie parfaite n'a pas été rendue, et c'est ce qui les a empêchés de marquer des gros points. Il y a du mieux au niveau des pneus. Donc c'est bien évidemment, tout n'est pas à jeter pour Le Mans, mais c'est encore tout comme Cadillac, il y a du bon à retenir, mais c'est des gros points qu'on laisse passer au championnat, et c'est un championnat il y a que 8 courses, hein, donc c'est vite fait une occasion manquée, elle se paye cher, et on l'a vu d'ailleurs l'année dernière avec Cadillac qui est passé complètement à côté d'une manche qu'ils auraient dû réussir, qui était le Qatar, et au final ils terminent 4e du championnat constructeur alors qu'ils auraient mérité bien mieux. Et Alpine, j'ai peur qu'ils soient au final un petit peu dans la même situation en fin de saison. Et c'est qui le fautif entre Da Costa et l'Aston? C'est honnêtement, moi je veux pas donner. Alors bon, je suis pas pilote, hein, nous-mêmes on en a parlé tous les trois en rigolant. J'ai encore là, j'étais à Maranello ces 2 derniers jours, j'en ai parlé à 2 pilotes. Les avis sont très partagés. Il y en a qui disent que Da Costa fait quand même d'abord un petit mouvement sur la gauche, puis après un mouvement sur la droite. Son mouvement, il est très tardif. Après, honnêtement, Riberas, il a déjà 2 roues dans l'herbe. Il est pas à son niveau. Il a une voiture, de toute façon, on va pas se mentir, elle est tellement avion à ce moment de la course. Peut-être qu'il aurait pas dû prendre cette dose de risque et patienter un petit peu. Donc au final, il y a eu de ce qu'on appelle le no further action, hein, pas de décision prise. Je veux pas me prononcer parce qu'au début j'avais une opinion, et en fait à force de parler aux gens, j'en suis même plus sûr. Et puis encore une fois, de toute façon mon opinion on s'en fiche. Mais surtout ce que je retiens, c'est que les pilotes professionnels ont des opinions très 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 variées sur la manœuvre en question. Au rang on l'a rapidement évoqué avec Laurent en début de podcast, Thibaut, l'autre un petit peu déception, c'est forcément Peugeot, parce qu'il y avait quand même cette pole position, avec peut-être une voiture qui n'avait pas forcément les mêmes possibilités que la Cadillac et l'Alpine, mais malgré cette attente différente, mais on a vu que Loïc Duval est resté aux avant-postes en début de course, et finalement c'est un événement un peu hors de contrôle qui empêche la voiture de terminer, on va dire, dans le top 5. C'était à peu près ce que pouvait viser la 94, voire mieux évidemment selon le scénario de course qui aurait pu être différent. Comment tu juges un peu, sachant qu'il y a eu aussi 2 courses un peu différentes entre la 93 qui était pareil, un peu engluée dans le trafic, et qui s'est réveillée en fin de course mais un peu trop tard. C'est inquiétant ou envers Le Mans, puisque forcément c'est pour Peugeot c'est l'objectif de l'année, hein. C'est sûr qu'au championnat ça paraît compliqué pour Peugeot de rivaliser avec les autres marques, ou il faut quand même retenir le bon côté, et notamment en termes de dégradation des pneus, ce que mettait en avant Loïc Duval, et ça a été plutôt une bonne surprise dans le clan Peugeot.
Bah, encore une fois, il y a du pour et du contre. Je trouve que les deux premières courses de la Peugeot 94 sont assez encourageantes sur le plan de la performance. On a un peu la sensation d'extérieur qu'ils ont pris un peu le pas d'ailleurs sur la voiture sœur avec Théo Pourchère et Malte Jacobsen, Loïc Duval qui sont assez saignants en ce début de saison. Alors Nick Cassidy a fait une erreur à Imola en s'échouant dans le bac. Disons que le niveau de perf était là. On peut pas en vouloir au petit Malte Jacobsen qui est en train de s'auto-flageller sur l'erreur qu'il a commise. Honnêtement, je vois pas ce qu'il aurait pu faire. Et il faut pas ce qu'il aurait pu faire. Après, la course de Peugeot et ce qu'on ressent encore plus, j'ai l'impression, là, sur les deux premières courses par rapport à la saison dernière, pourtant, les règles n'ont pas été changées de manière révolutionnaire, c'est que la track position, la position sur la piste est de plus en plus importante, et parce que c'est devenu de plus en plus compliqué de dépasser, donc une grosse perf en qualif sur une course de 6 heures, c'est devenu vraiment crucial, et là-dessus, Malte Jacobsen, il est incroyable, honnêtement. Alors, en plus, il a eu de la réussite, hein, il est parti en tête à queue en qualification, il avait détruit un train de pneus. Peut-être que la numéro 94 on aurait souffert en fin de course, hein, puisqu'on est obligé d'utiliser le train de pneus de qualification. Mais en revanche, derrière, il fait un tour stratosphérique, tout comme il le fait à Imola. Voilà. Après, ils ont toujours une BOP très favorable, on le sait. On n'avait pas parlé de BOP. La cause à 94, il n'y a rien à dire. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Ils sont pour rien. Ils ont fait une belle perf. Les trois pilotes ont fait une belle perf. Et le voir reculer, moi, c'était pas une surprise. En plus, il dégrade davantage les pneus arrière que la concurrence. Donc, c'était pas une surprise. Je peux pas blâmer Peugeot sur autant ils s'est pas trouvé parfait à Imola. Autant là, c'est difficile de leur reprocher quoi que ce soit sur ce qu'on a pu voir de la 94. Voilà. Maintenant, la 93, va falloir qu'elle se réveille un petit peu par rapport à la voiture sœur. Par contre, juste, alors vous l'avez pas entendu parce que vous étiez sur place. Suite à l'accident, enfin l'accrochage entre Malte Jacobsen et la Mercedes de Matteo Cressoni, faudrait peut-être enfin, moi je tiens quand même à faire un petit rectificatif parce que j'ai entendu des commentaires, on va dire télé, qui étaient pas spécialement. Alors oui, il y a une connerie. Oui, il sort, il est un peu dans le gras. Enfin, il est un peu évidemment hors trajectoire, est-ce qu'il glisse et tout. Il se retrouve sur le milieu de la piste et la Peugeot peut rien faire. Mais de là à entendre que moi je l'ai entendu que Matteo Cressoni c'est un gentleman driver qui a même pas le niveau d'un pilote de kart de loc. Ça, c'est des débats puérils. On Je est, on est trouve que d'accord, c'est Lolo, hein, c'est... ouais, mais je trouve ouais, non non mais attends, moi je te parle pas d'un commentaire sur un réseau social, je te parle de commentaires télé. Donc là à un moment si tu veux, faut peut-être raison garder quand même. Matteo Cressoni déjà c'est pas un pilote bronze. OK, c'est pas un pilote platinium, mais c'est quand même un mec qui a suffisamment d'expérience. Mais c'est pas un mauvais silver, en plus. C'est loin d'être le plus mauvais des silver. C'est pas un mauvais silver. Alors, c'est sûr que là, si tu regardes uniquement l'action, que tu sais pas qui est dans la caisse, tu dis, mais putain, mais c'est qui le mec? Non, non, mais c'est sûr. Mais bon, je Comme trouve tu qu'il dis, faut nous, quand là, même. ouais, ouais, on l'a pas entendu, mais oui, t'as raison. Puis après, encore une fois, de toute façon, c'est l'éternel. On a ce débat à chaque fois. De toute façon, ça fait partie de la discipline et l'erreur qu'a fait Matteo Cressoni, il est pas coutumier du fait. Même un pro aurait pu la faire à un moment ou à un autre. Donc, non, Ouais, t'as raison de ouais. souligner, t'as Donc, raison de souligner. et Malte Jacobsen, comme tu l'as dit, qui a beau se flageller, bah lui, qu'est-ce que tu veux qu'on lui reproche à part en rien? C'est lui qui est au volant au moment où la voiture est éliminée. Bon, moi je peux comprendre sa frustration, mais en effet, il peut rien faire. Il peut pas faire grand chose au moment de C'est le mec qui l'accident. fait la pole, c'est le mec. Voilà, il a fait un week-end, et même Thibault le disait, il a fait un début de saison qui est quand même assez incroyable. C'est l'une des étoiles montantes de la discipline. À un moment donné, il y a des situations de course où t'as beau être quintuple vainqueur du Mans, ce que tu veux, de triple champion du monde, etc. Tu peux pas faire grand chose. Et là, c'est vraiment typiquement la situation où, en plus, il est en pneu froid, comme il le rappelait. Il a pas non plus la voiture pour réagir parfaitement. Bon, c'est Bah, très compliqué. t'es mauvais endroit, Ouais, y a rien à dire. On est mauvais bien moment. d'accord. On est bien d'accord. Et parmi les autres faits majeurs, il y a, on l'a évoqué avec Alpine, il y a Aston Martin qui a par contre signé son meilleur résultat en WEC, Thibaut, avec la 4e place, décrochée par la Valkyrie numéro 007 de Harry Tincknell et Tom Gamble, qui évolue en duo. Les deux Aston Martin ont été plutôt en verve tout au long du week-end. Bon, c'est encore une fois, c'est sûr qu'il y a une BOP qui est plutôt favorable pour Aston Martin. On le voit également en IMSA depuis plusieurs mois. Le circuit se prêtait aussi bien avec ses longues allonges, cette longue ligne droite à la capacité de la Valkyrie. Voilà, il faut noter cette 4e place, Thibaut, pour le projet Aston Martin et The Art of Racing. Est-ce que ça aurait pu faire mieux selon toi avec les histoires d'incidents avec Antonio Félix da Costa? Et qu'est-ce que tu retires réellement de cette 4e place en fait?
Comme tu dis, oui, peut-être qu'il aurait pu avoir un peu mieux. Il y a eu peut-être de la précipitation en fin de course, mais en même temps, c'est la première fois qu'ils se retrouvent en WEC à se batailler à ce niveau-là. Donc, ils se sont dit, il y a un coup à jouer, on y va. C'était les seuls avec la Cadillac numéro 12 en pneus soft en fin de course, puisque c'était les seuls avec les Cadillac à avoir chaussé les pneus soft en qualification, sauf que contrairement à Cadillac, ils les ont chaussés sur le dernier arrêt ravitaillement. Donc, il semblerait que c'était à ce moment-là, la température de piste était correcte pour les pneus soft. Ils ont fait le job et ils ont fait le job. Après, Quel est l'impact de la BOP par rapport à ça bah aussi? c'est ça, je peux pas passer, je suis obligé de parler de la BOP. En fait, le seul truc dont il faut se méfier, c'est qu'on a cette Peugeot, cette Aston Martin qui sont à l'extrémité d'une fenêtre de BOP parce qu'ils ne sont clairement pas au niveau des autres. Et ils se retrouvent quand même à avoir un certain avantage, hein, on va pas se mentir, comme on a pu le voir à Fuji l'année dernière, comme on peut le voir à Spa cette année, même s'il était moins criant. Il faut faire juste attention à ce que les moins bonnes voitures sur le papier ne se retrouvent pas favorisées parce que bah, globalement, le seul moyen de les faire survivre, c'est de leur donner plus de puissance et elles en deviennent très très difficiles à combattre en duel portière contre portière, comme on dit, puisque elles sont très difficiles à doubler et elles sont très difficiles quand elles entament une manœuvre de dépassement, pardon, c'est très compliqué de les contrecarrer. Ils ont fait leur course, c'est là-dessus, on peut pas leur retirer et ça va pas. Le résultat est presque frustrant. C'est le meilleur résultat d'Aston en WEC, mais c'est presque frustrant au vu de la perf de la Valkyrie en fin de course. Ça va nous faire la pole au Mans, ça, Bah, on avec les sait pas lignes droites, encore. Il y a encore avec une la fois, botte. c'est ce que dit tout le monde. Ah, il y a plein de données, il y a plein de données qu'on n'a pas. Hein. Attention. Hein. Donc, et puis on Après, sait ça qu'on reste a un plus. Hein. programme privé quand même, hein. Oui, oui, complètement. Et puis l'année dernière, on a vu quand même au Mans que le système de calcul de la BEP n'était pas similaire. C'était que les paramètres d'homologation et non les compensations constructeurs qui avaient été pris en compte. Et on avait pu voir notamment que Peugeot était clairement rentré dans le rang. Donc voilà, faut. L'idée c'est quand même que le meilleur gagne à la fin, mais ce sera intéressant. On va forcément évoquer Ferrari, qui a conclu avec un podium, la troisième place de la Ferrari numéro 50 de Antonio Fuoco, Miguel Molina et Niklas Nielsen. Thibaut, un week-end un peu à deux visages chez Ferrari, un peu comme dans beaucoup d'équipes, hein, avec une voiture un peu plus performante que les autres. Bon, la 51 a été éliminée en victime collatérale d'un premier accrochage entre la BMW WRT numéro 32 et la Porsche du Mante Racing au freinage de la source. Bon, là, la course a été complètement arrêtée. En revanche, la 83 était un petit peu transparente durant tout le week-end. Et la 50, elle, termine sur le podium avec une voiture un peu plus haut dans la hiérarchie par rapport aux autres en qualification. Hein, la seule Ferrari en hyperpole, on l'évoquait rapidement avec Laurent. Comment on juge, Thibaut, la prestation de Ferrari? Discret dans un sens, mais au final, est-ce que la 499P est à sa place, selon toi? Sachant qu'il y a eu l'effet de course qu'on a évoqué précédemment. Ouais, honnêtement, moi je trouve ils font pas un mauvais début de saison parce que c'est les champions. Alors oui, la BOP n'est plus publique, mais je pense qu'ils n'ont pas la meilleure BOP du plateau, assurément Si on pas. prend le règlement, Euh, théoriquement, non. voilà, c'est ça. Et puis derrière, ils ont pas eu beaucoup de réussite. La 51, bah ils sont pour rien. Hein. C'est la fougue d'Augusto Farfus hein, qui les pénalise. On revient au même constat qu'avec Peugeot. La position sur la grille est excessivement importante. Et là, bah chapeau Antonio Focco parce que c'est lui hein, qui sort un tour excellent en hyperpole et en qualif et en hyperpole qui permet à la 50 de partir si haut. Et après la 80 s'en sort pas si mal. C'est vrai qu'elle a été discrète, mais au final il marque quand même des gros points. Donc hormis la 51 qui est out pour des raisons extérieures. Je trouve que le début de saison de Ferrari, il est quand même pas mauvais. Après, bah oui, c'est sûr qu'ils ils ont pas le niveau de domination qui était le leur l'année dernière quand ils avaient gagné les 4 premières courses de la saison. Mais ils sont là et pour le coup, ils marquent quand même des points. Encore une fois, j'exclus la 51, mais pour gagner un titre, il faut maximiser les opportunités et marquer le gros point quand on peut pas gagner. Et moi, c'est la sensation que j'ai, c'est ce qu'ils font. Donc non non et puis ils seront là au Mans, vous inquiétez pas, ils seront là au Mans, ça c'est sûr et certain. Il va falloir les empêcher d'aller gagner une quatrième victoire de suite, ça va être coton. Non non, en tous les cas la prestation d'équipe en elle-même, honnêtement il y a pas grand-chose à dire, il y a pas grand-chose à dire et puis ils ont bien préparé le Mans, notamment à Imola, ils sont partis en début de course avec 3 montes pneumatiques différentes pour tester toutes les possibilités pour bien apprendre la gamme Michelin 2026 et pour tout comprendre avant le Mans. Donc moi je trouve que non non ils font moi je trouve que l'équipe en elle-même fait un début de saison positif. Et une transition toute trouvée, Thibaut, il faut forcément parler de cette gamme de pneus Michelin 2026. Il y a des différences entre
plusieurs équipes, puisque tu parlais de Ferrari, c'est un peu le cas de Peugeot également, qui ont eu moins de roulage que peuvent l'avoir Cadillac ou Aston Martin ou BMW du fait du double programme en IMSA. Selon toi, et on a eu des discussions avec les pilotes, notamment avec des croisements de fenêtres entre les pneus tendres et les pneus médiums, tu penses que là tout le monde arrivera réellement avec un pied d'égalité au Mans sur ce paramètre pneu, ou ça peut vraiment jouer selon toi dans un mois? J'ai pas la sensation que les constructeurs qui font les doubles programmes aient réussi à tirer un avantage particulièrement important avant Le Mans. Le Mans, c'est quand même une course assez spécifique y compris au niveau des pneumatiques. Daytona est aussi une course assez spécifique. C'est pour l'instant la seule où on a vraiment vu les softs en action, mais ça reste quand même un tracé, une course très très spécifique. Honnêtement, moi après Imola, si vous m'aviez posé la question quelle est l'équipe qui a le mieux compris les pneumatiques, je vous aurais répondu Toyota. Le facteur pneu sera un élément à prendre en considération aux 24 heures du Mans. Ça va être très intéressant de suivre les stratégies. Quand est-ce qu'il y en a qui vont se risquer, notamment peut-être à rester en médium à un certain moment pour pouvoir enchaîner les relais là où l'autre font passer en soft, mais pour peut-être ne faire qu'un double. Ça va être intéressant à suivre et moi j'aime bien ça. Je trouve que c'est un facteur de la performance qui est intéressant à suivre. Dans tous les cas, j'ai pas la sensation que les constructeurs IMSA aient vraiment tiré un énorme avantage du fait d'avoir pu explorer la gomme depuis octobre dernier, hein, si je ne m'abuse, et en course. Les conditions sont trop différentes par rapport à ce qu'on va rencontrer au Mans. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, il y a aucun concurrent qui peut encore dire j'ai compris à 100% la gamme 2026. Voilà, c'est la sensation que j'ai eue après ces 6 heures de Spa. Et pour conclure l'hypercar, on ne peut pas passer sous silence les premiers points, Thibaut et Laurent, de Genesis Magma Racing avec la 8ème place de la GMR 001 numéro 17 d'André Lotterer, Pipo Derani et Mathis Jobert. Une 8ème place, pardon, bon, forcément en partie avec les événements et le scénario de la course. Hein. Il y a eu les abandons et ou les soucis de plusieurs voitures. Le résultat, on est d'accord que ça reste pas forcément représentatif des performances absolues de la voiture. On peut quand même affirmer que la GMR 001 est à ce stade, sachant également sa balance de performance, pas forcément au niveau de la Cadillac par exemple qu'elle devance au classement. Au vu du week-end, c'est un gros pas en avant pour Genesis, ou sachant qu'on a vu encore la numéro 19, elle, qui a eu des soucis techniques, ou c'est j'ai pas envie de dire un masque, mais comment tu jauges ça? Ah, un peu quand même. Je suis parti plus optimiste d'Imola que de Spa, étrangement, pour Genesis. Alors, ils font du bon boulot, attention, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Par contre, oui, il y a des soucis. À chaque fois, il y a une voiture qui rentre dans le stand plus ou moins longtemps. Et la voiture qui a terminé à Spa a terminé avec un niveau de puissance moindre. Ils avaient dû réduire hein, la puissance moteur parce qu'ils avaient des soucis assez importants dessus. Donc, avant Le Mans, c'est assez inquiétant et je pense que ces soucis sont structurels. Maintenant, de toute façon, on va pas se mentir, Genesis ne va pas au Mans pour jouer la gagne. Ils vont pas au Mans pour jouer aux avant-postes. Évidemment qu'ils espèrent briller et ils feront tout pour briller. Les soucis qu'ils ont sont je sais pas si structurel est le mot, mais en tous les cas, ils vont avoir besoin de temps pour les résoudre et ils seront pas résolus avant Le Mans. Je pense qu'il faut plus En fait, ça me fait un petit peu penser à la première saison d'Alpine avec des problèmes assez fondamentaux de fiabilité. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la voiture elle a un potentiel de dingue. Ça, tout le monde le dit. Maintenant, il va falloir l'exploiter, il va falloir en tirer la quintessence, il va falloir la fiabiliser. Et ça va être le but des mois à venir. Donc moi, là, voilà, la situation de Genesis me fait un petit peu penser à la situation d'Alpine la première année, en 2024. Donc, ce serait une énorme surprise, je pense, de les voir à l'arrivée des 24 heures. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que s'ils atteignent l'arrivée des 24 heures, les deux voitures auront passé un petit temps dans les stands. Je leur souhaite pas, comme Alpine, hein, de baisser les rideaux à 20 heures le samedi soir. Hein. Je leur souhaite même que tout aille bien, hein, si ça ne tient qu'à moi. Voilà, je trouve que ce qu'ils font, c'est encourageant. Il y a plein de points positifs. Je pense que la voiture a un potentiel de dingue, mais que pour l'instant, il y a quand même des soucis de fiabilité qui sont conséquents et je pense, mais je peux me tromper, d'autant qu'on dit toujours que la mécanique n'est pas une science exacte, ne pourront pas être résolus avant les 24 heures du Mans. Je trouve que si tu regardes un peu les chronos, je pense qu'on peut peut-être souligner parce que c'est le seul pilote silver du plateau en hypercar, la perf de Mathis Jobert quand même, qui si tu regardes en course, et je crois que c'est je sais plus 7e ou 8e pilote le plus rapide. Et je pense que le taf qu'il fait pour le peu d'expérience qu'il a dans la discipline, face à qui il roule, je pense que c'est plutôt pas mal. Avec une voiture en plus qui débute, franchement, je trouve ça joli.
il fait tout un bon boulot, il y a rien à dire, hein. Après, est-ce que tu veux que je te réponde à la question de est-ce que Mathis Jobert on parlait de Matteo Cassoni tout à l'heure en silver. Mathis Jobert est silver aujourd'hui de par son inexpérience dans la discipline. Maintenant, je pense qu'on est tous d'accord, on sait très bien il a pas le niveau d'un silver, il est bien, mais non, c'est une des futures stars Ah de bon? non, mais c'est un des futurs grands noms de la discipline. Et voilà, petit aparté, c'est quand même chouette de voir que des gros constructeurs comme ça donnent la chance aux jeunes. On a un Victor Martins, alors qu'il a une expérience qui est tout autre, hein, attention, mais qui prouve qu'il est aussi très rapide. Et moi, je trouve ça chouette que des constructeurs et même qu'un nouveau venu comme Genesis. Et là, on voit un petit peu à quel point à quel point le trajectory programme a fonctionné. Mais oui, tu fais bien de mentionner, il a été très bon. Petit aussi un petit mot sur Pipo Derani, hein, qui a magnifiquement bien défendu en fin de course malgré un moteur qui délivrait pas sa pleine puissance. Et là, on voit toute son expérience accumulée en IMSA, où c'est vraiment de la course roue contre roue, et il a réussi à maintenir cette position et à offrir ses premiers points à Genesis. Donc voilà. Pour résumer, c'est encourageant. Mais c'est aussi un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Et d'ailleurs, je trouve que Cyril Abitboul a un discours, on va vous publier très rapidement l'interview sur Endurance Info, un discours qui est vraiment empreint d'humilité. Je trouve ça très très bien. Et il avait le sourire samedi soir. Il est très conscient des lacunes auxquelles ils doivent faire face et qu'ils doivent résoudre. Le LMGT3 pour la dernière partie de ce nouveau numéro de Track Limit by Minervoil, le podcast d'Endurance Info, épisode consacré aux 6 heures de Spa, la deuxième manche du championnat du monde d'endurance 2026. Laurent, le LMGT3 et Garage 59 qui a pris sa revanche sur le scénario d'Imola où la McLaren numéro 10 d'Antares O, Marvin Kirchhofer et Tom Fleming avaient sans doute course gagnée avant que l'alternateur de la voiture n'en décide autrement. Et cette fois, Garage 59 est allé au bout, puisque la voiture s'est imposée sur l'épreuve belge, avec pourtant des qualifications là aussi un petit peu compliquées dans le clan britannique, avec des soucis de direction assistés dès les essais libres, des qualifications peut-être un petit peu moins faciles qu'attendues, et au final, la McLaren, elle s'impose au terme des 6 heures de Spa. C'est un peu la rédemption, comme on l'a appelé, cette victoire, parce que une victoire à Imola aurait été largement méritée pour Garage 59. Bon, la course effectivement, en avait décidé autrement en Italie. Là, ils ont aussi eu un petit peu de réussite en plus de la performance en course, puisque la Ferrari 296, numéro 21 de Vista F Corse, avec notamment François Hériot, associé à Alessio Rovera et Simon Mann, qui avait dominé la majorité de la course en Belgique, a été frappé d'une pénalité pour une remise en action dangereuse dans la voie des stands sur cette McLaren numéro 10. Laurent, Garage 59, on l'avait évoqué lors du podcast sur Imola. C'est pas une surprise de les voir à ce niveau, puisque c'est quand même une équipe qui connaît la voiture et qui connaît quand même bien la catégorie. C'est une juste récompense et surtout, ça gagne tout de suite Laurent et ses performances sur les deux premières courses. Ses performances sur les 2 premières courses et sachant en plus que tu avais quand même aucune des 2 McLaren qui sont passées en hyperpole quand même, ce qui est quand même à signaler. Et oui, ça marche maintenant. Enfin, nous, Garage 59, c'est quand même une équipe qu'on suit suffisamment, une équipe qu'on connaît bien. C'est une équipe qui est toujours là. Maintenant, c'est une équipe qui a quand même, notamment moi j'étais World Challenge Europe, qui connaît quand même pas mal de. Il y a toujours des petits soucis sur la voiture, il y a toujours des trucs, un truc qui vient t'emmerder en fin de course ou quoi. Alors que le potentiel est là, que les pilotes sont là et tout, et t'as tout le temps un truc qui vient t'emmerder et ça te clash un petit peu le résultat final. Donc on l'a encore vu à Imola avec le WEC. Alors que là, tu dis, qu'est-ce qui va leur arriver? Alors, comme tu l'as dit, hein, c'est la Ferrari qui passe la ligne d'arrivée la première pour la pénalité de 5 secondes. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qui va, il va bien leur arriver une merde? Et non. Alors après, on en revient à l'histoire de Matteo Cressoni tout à l'heure. Est-ce que Tom Fleming est un pilote silver au sens propre du terme? Ça, c'est un autre débat. Mais il est silver, donc il faut faire avec. Donc ouais, donc c'est clairement une rédemption. C'est bien aussi que cette équipe qui arrive gagne dès la deuxième course. C'est pas une équipe qui débute, hein, c'est une équipe qui connaît bien la McLaren, qui était avant avec Aston Martin, qui était là avant encore avec McLaren, avec l'ancien modèle. Et c'est une équipe qui répond présente et c'est une équipe qui est surtout sur tous les fronts aussi, hein. Bon, peut-être pas autant qu'à F Corse quand même, mais c'est une équipe qui roule quand même dans pas mal de championnats et ça marche. Franchement, et Antares O, on avait plutôt l'habitude de le voir avec avec un tatouage Porsche parce qu'il était plutôt tatoué Porsche depuis ses débuts en compétition.
Là, il passe en McLaren, tu dis bon, ok, Antares O, c'est un bronze, il faut passer à la McLaren. La McLaren est loin d'être une voiture facile à piloter en plus, hein. Et avec une fenêtre d'exploitation peut-être aussi assez réduite par rapport à d'autres GT3. Ouais, alors là, je sais pas, parce que lui, il arrive quand même de la Porsche, qui a quand même une fenêtre d'exploitation qui est quand même, je pense, la plus réduite de ce qu'on peut avoir en GT3. Mais franchement, non, c'est une belle perf. Et Marvin Kirchhofer, s'il y en a encore qui doutaient du potentiel de Marvin Kirchhofer, bon, Marvin Kirchhofer, c'est solide, ça connaît parfaitement la McLaren. Donc là-dessus, il y a vraiment rien à dire. Et c'est clair que c'est une rédemption. Et c'est bien de voir aussi, comme on l'a dit, cette voiture, alors qu'il n'y avait pas de lest embarqué, de succès handicap par rapport à d'autres voitures, notamment la BMW 69 de WRT qui s'était imposée à Imola, qui avait 15 kilos en plus. C'est ce qu'on peut appeler une rédemption, ouais. Le podium Laurent complété par l'Aston Martin numéro 27 de The Art of Racing avec Yann James, Zach Robichon, Mattia Drudi. Mattia Drudi qui a encore été fidèle à sa réputation, très très performant, notamment en hyperpole et puis également en fin de course. Et le podium donc complété par la Porsche numéro 92 de Yasser Chahine, Ricardo Pera et Richard Lietz sous la bannière de Band Mante. Laurent, Mante Racing est toujours présent, même si les qualifications n'étaient pas forcément les meilleures, on va dire. Mais par contre, la science de la course de l'équipe de Olaf Mante, elle, ne se dément jamais. Et puis de mémoire, je crois qu'il y a Serge Shine, il est allé faire un tour dans le bac En début de course avec la Cadillac numéro 38, oui, tout à fait. Avec la Cadillac, donc si tu veux, donc là quand tu vois ça, alors que je reviens encore à mes histoires de pronostics, si tu fais des pronostics en GT, t'es quasiment obligé de mettre une Porsche. Il y a toujours une Porsche sur le podium. Quoi que tu fasses, t'as une Porsche. Tu pars de loin, t'es pas où il faut sur la grille, mais t'as quand même une Porsche. Il y a quand même, enfin, c'est quand même assez fou. Et là, quand tu vois le début, tu dis merde, bon, la Porsche de Yasser Shaheen, ça va être un peu compliqué. Et comme tu l'as dit, la science de la course, t'as un Richard Lietz, évidemment, un Richard Lietz, ça reste Richard Lietz. Quoi qu'on en dise, c'est encore une belle perf pour une Porsche. Et ils prennent la tête du championnat avec la régularité, Oui, deux fois troisième, ça reste encore une fois l'un des leitmotivs de ces classements à l'MGT3, d'être tout le temps là, sinon on peut vite perdre des points. Et il faudra se méfier, encore une fois, de monter aux 24 heures du Mans. On rappelle qui elle avait emporté avec cette même numéro 92 où Richard Lietz et Ricardo Pera étaient associés à Ryan Hardwick l'an passé. La Ferrari, donc Vista F Corse, termine quatrième devant la seconde McLaren Garage 59 avec Alex West, Finn Gersitz et Benjamin Goeth. Et Laurent, Acodis ASP aurait pu faire mieux que la seule, entre guillemets, sixième place de la Lexus numéro 87 de Petru Razvan-Umbrarescu, Clement Schmidt et José Maria Lopez. Et c'est encore la technique qui a fait un petit peu défaut pour l'équipe de Jérôme Polican sur la numéro 78, où on se souvient qu'à Imola, les deux voitures avaient été frappées quasiment simultanément par des problèmes techniques. Là, Esteban Masson en sortant de l'épingle de la source, alors en plus de façon concomitante avec l'accident de Alessandro Pierguidi avec la BM du team WRT, la M4 numéro 32, il ne pouvait plus passer les vitesses, donc bon, effectivement, c'est un peu compliqué. C'est dommage, Laurent, parce que là, il y avait clairement un podium à aller jouer pour cette voiture qui était partie de la pole avec encore une belle prestation et de Tom Van Rompuy en qualif et d'Adrien David qui était allé décrocher la pole en hyperpole. Oui, je pense que là, tu pouvais facilement, parmi les bookmakers, la mettre parmi les vainqueurs potentiels sans aucun problème. Et déjà pour faire oublier Imola, et on sait que Spa, c'est un terrain de jeu qui tient à cœur de Jérôme Polican après la victoire aux 24 heures de Spa avec Mercedes. Autant il y a la rédemption du côté de chez McLaren. Alors il faut espérer Cocorico pour Acodis ASP, qui est quand même une équipe française, qu'il y aura une rédemption aux 24 heures du Mans. C'est tout le mal qu'on leur souhaite pour la dernière année de la Lexus RCF GT3. La Lexus, on était ensemble quand on a fait la visite, qu'on vous encourage, si vous l'avez pas vu, à regarder sur YouTube la visite des ateliers de Jérôme Polican. Et on a quand même beaucoup travaillé l'hiver dernier pour encore essayer de faire évoluer cette Lexus pour qu'elle perde encore un peu de poids. On a fait beaucoup de seven post, des tests de ligne droite à l'Ursi Lévy, ce que fait Jérôme depuis des années. Et ça porte ses fruits chaque année. Et là, c'est le coup de pas de cul. C'est pas un problème d'équipe, c'est pas un problème de préparation. Bon, faut espérer que Le Mans, il en soit autrement. Maintenant, la concurrence est rude. Il y aura un peu plus de voitures en plus aux 24 heures du Mans, avec du renfort en LMGT3. Maintenant, bon, c'est sûr que je pense pas que ce soit une voiture qui soit trop aidée par la BOP parce que c'est sa dernière année en plus d'exploitation avant l'arrivée de la nouvelle Toyota. Donc bon, je pense pas non plus que, c'est toujours un peu le même sujet quand t'as une voiture qui est un peu en fin de vie.
Bon, tu veux bien qu'elle soit toujours dans le coup, mais il faudrait pas qu'elle aille matcher trop les voitures de devant. Je pense que niveau équipage, par contre, enfin, je pense que tu seras d'accord avec moi, il y a rien à dire au niveau des deux voitures. Là-dessus, au niveau des pilotes, c'est certainement les deux équipages. Enfin, ça fait partie des deux équipages, à mon avis, les plus homogènes du plateau LMGT3. Donc bon, il faut espérer que la roue tourne. Avec un Tom Van Rompuy, Laurent, qui confirme qu'il est un des meilleurs bronzes aussi du plateau. On l'avait vu on se souvient, c'était l'un des premiers poleman de l'histoire en LMGT3 en 2024. Là, il a changé de voiture et il se hisse encore une fois au niveau des meilleurs, notamment en qualification. Il avait fait un bon premier relais où il avait été en bataille avec la Ford Mustang numéro 77 de Proton Competition de Eric Powell, qui malheureusement pour lui est parti à la faute tout seul et qui a ruiné ce qui aurait pu être sans doute une très bonne course pour la Ford Mustang. On sait que le circuit de Spa, tout comme le circuit du Mans, c'est des pistes qui sied très bien aux qualités de la Mustang. Et malheureusement pour Eric Powell, les espoirs se sont terminés dans le bac à gravier. C'est un peu ma déception, les deux Ford, hein. Oui, C'est un peu ma déception parce que qui avait été sur le podium l'an dernier, si je ne me trompe pas, en 2025 aux 6 heures de Spa en catégorie LMGT3. et les deux sont passés en hyperpole. Par contre, pour juste revenir brièvement sur l'hyperpole, on a quand même pas mal de marques qui sont passées en hyperpole cette année. Je crois que tu as Mercedes et Corvette qui étaient pas l'année passée et qui sont passés cette année en hyperpole. Donc on a un beau panel, on va dire, de marques. Maintenant, bon, enfin, l'homogénéité de l'équipage est quand même assez primordiale, parce que vu que tu es obligé d'avoir un bronze dans chaque voiture, évidemment, il te faut aussi le meilleur bronze. Et tu parlais de Tom Van Rompuy, et ça fait partie des meilleurs bronzes aujourd'hui du plateau. Maintenant, j'ai un petit bémol. Qu'est-ce qui nous fait notre ami Augusto Farfus depuis quelque temps là? Parce que là, C'est vrai que là il est en bagarre en fait avec l'une des deux Porsche Mante Racing et bon il freine en se décalant et oui c'est vrai qu'il est pour le coup enfin, il est fautif et pourtant c'est un si tu pilote regardes les vidéos, d'expérience. ah mais c'est sûr, mais ça fait partie en plus des pilotes les plus gentils du plateau. Mais là, quand tu regardes les caméras embarquées qu'on a pu voir sur Internet et tout, qui ont été diffusées, il y a eu des fois quand même là, quelques fois, les changements de ligne et tout, c'est un peu border quand même. Mais on a quand même vu pas mal. Enfin, je sais pas, toi, t'étais sur place avec Thibaut, mais enfin, à voir comme ça de l'extérieur, il y a quand même quelques conduites Un peu limite. un peu limite. Et je pense, alors là, c'était pas parce D'Acosta est sorti tout seul dans le haut du Rodillon, mais je pense qu'il y en a un qui peut essayer d'aller brûler un cierge aussi à l'église, c'est le pilote Aston. C'était Gamble, Oui, bien sûr. C'était c'est Tom non? Gamble, C'était oui, mais Gamble. Et qui d'ailleurs dit je pense que je suis passé à 10 cm d'un énorme accident et il a ah raison quand on mais voit ah mais la caméra embarquée. il peut réessayer comme ce que nous avait fait notre ami Alessandro Pierguidi au départ des 24 heures de Spa il y a quelques années, où il avait fait un tête à queue en haut et où tout le monde l'a évité. Enfin, devant le peloton quasiment. Et là, tu dis, mais tu peux réessayer la scène 15 fois, ça passe pas. Les 14 autres fois, ça passe pas, hein. Donc, tu vois, ça, D'Acosta, alors, comme disait Thibaut tout à l'heure, avec le contact avec Ribeiras, bon, je trouve qu'il s'y prend un peu tard, bon, mais D'Acosta, mais bon, après, voilà, il y a pas une pénalité, il y a pas une pénalité infligée, mais bon, faut quand même faire attention parce que si les spectateurs apprécient évidemment le combat rapproché, faut pas non plus que ça devienne la foire d'empoigne. Maintenant, bon, je pense qu'on peut faire aussi confiance aux officiels pour faire le job et pour pénaliser justement en amont et pour éviter que ça dérouille trop. Mais par contre, ce que je disais au début, c'est que si tu regardes la course d'un point de vue extérieur, tu dis waouh, c'est passé des trucs quand même. Et toi qui fait un petit peu moins de WEC évidemment que Thibaut, t'en as pensé quoi? En termes de tout, je sais pas, d'ambiance, de monde, de course, d'organisation, tu vois? Effectivement, on est habitué à aller à Spa chaque année pour les différentes courses, que ce soit pour la course de 6 heures en WEC ou les 24 heures de Spa. Bon, donc il y avait vraiment du monde, effectivement, les chiffres en parlent. Au niveau organisation en termes de paddock, etc., c'est vrai que c'est quand même une course qui est un petit peu différente des 24 heures, puisqu'il n'y a pas tous les paddocks qu'on peut avoir aux 24 heures. Et effectivement, la ligne des stands endurance n'est pas utilisée pour le WEC.
Donc c'est sûr que c'est une ambiance différente, un peu plus concentrée sur la première terrasse, hein, avec les structures des équipes qui sont là. Après, en termes d'action en piste, ça a été quand même une course assez animée. Il y avait les choix stratégiques, comme on les a évoqués plus tôt dans ce podcast. Donc si tu veux, il y avait quand même tout cet aspect-là pour offrir un spectacle quand même au public qui, encore une fois, s'il ne suit pas à 100% toutes les questions de coulisses, hein, avec la balance de performance, etc., là, le spectacle était au rendez-vous, c'est sûr. C'est sûr. Après, moi, comparer par exemple, cette course avec les 24 heures de Spa, je trouve ça très compliqué parce que c'est pas du tout la même ambiance. C'est pas du tout sur la même temporalité. Les 24 heures de Spa, ça reste un rendez-vous à part. La parade du mercredi, tu la connais bien mieux que moi, largement. Il y a après toute cette montée en puissance qu'il y a tout au long de la semaine. Ça, évidemment, on l'a pas forcément en WEC puisqu'il y a ces étapes ne sont pas présentes, mais c'est une autre ambiance avec forcément une course aussi différente, hein, puisque là vous avez les hypercars qui se frottent au GT3, donc il y a toutes ces questions de gestion de trafic que on a de façon différente aux 24 heures de Spa, puisqu'il n'y a que des GT3 en piste, et ce sont les classes, hein, qui diffèrent du coup pour la victoire au général et les victoires de classe, justement. Moi, ça a été un week-end vraiment sympa en termes de... On n'a pas eu trop de pluie, juste en arrivant mercredi un petit peu. Après, la météo a été plutôt on va dire clémente, sans que ce soit les grandes températures estivales. Mais je pense que le WEC peut quand même se satisfaire de cette deuxième manche du championnat du monde d'endurance en termes de public, forcément, en termes de course en piste, puisque le spectacle était là, et de week-end en général. Après, c'est vrai qu'on a toujours, nous, une vision un petit peu différente que ne peut l'avoir le public, hein, puisqu'on n'est pas non plus dans les mêmes conditions que le public, puisqu'on ne va pas effectivement dans les tribunes, etc., puisqu'il y a quand même beaucoup de choses à faire pour que vous puissiez lire sur Endurance Info le maximum d'informations. Donc après, niveau public, c'est vrai que je ne me prononcerai pas en termes d'organisation, etc., mais de ce que j'ai vu, nous, de notre point de vue, je n'ai pas de critique majeure à faire pour cette manche. Ça, c'est certain. C'est sûr qu'avec la météo qu'il a fait, je pense que les spectateurs qui étaient sur place ont dû kiffer. Oui, de toute façon, ça joue beaucoup, hein. On sait qu'à Spa, en général, en plus, quand ça commence à vraiment se coincer là dans les vallées des Ardennes, ça peut devenir assez compliqué, la météo. Et là, pour le coup, c'est sûr que les concurrents en piste ont pu bénéficier de conditions sèches et le public a pu en profiter et pouvoir se déplacer tout autour du circuit à Spa, c'est quand même assez agréable. Avoir différents points de vue, ça peut être sympa, c'est sûr. Et quand t'es pas sur place à l'image, alors c'est pas le seul championnat à le faire, parce que nous on le voit aussi en GT World Challenge Europe, et je crois même que c'est les mêmes personnes qui le font. Mais je pense que l'arrivée des drones aussi, ça permet je parle du côté visuel, hein. Franchement, quand t'as le drone qui suit les hypercars et tout au niveau de la ligne de départ arrivée là, ouais, franchement là ça claque. En termes de ressenti visuel, quand tu vois les voitures et tout, franchement là-dessus chapeau, hein. Ouais, la technologie pour le coup là aide vraiment. C'est sûr que c'est vraiment des ajouts sympas pour les gens qui ne peuvent pas être sur place. Donc bon point, tous les championnats le mettent en place, c'est pas innocent. Ça apporte quelque chose de différent, et avec les ajouts technologiques, les progrès qu'on voit ces derniers temps, y compris en termes d'intelligence artificielle, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de choses à se mettre sous la dent dans les prochaines années, je pense. Les 6 heures de Spa étaient au menu de ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, la deuxième manche du championnat du monde d'endurance, remportée par BMW et Team WRT. Laurent, le prochain rendez-vous du WEC, ce seront évidemment les 24 heures du Mans dans un mois, avec toute la montée en régime habituelle, avec la journée test, puis les différentes séances, les qualifications et la course, dont le départ sera donné le samedi 13 juin. Et on n'était pas loin, puisque je parlais tout à l'heure de Paul Sexas pour les départs des 24 heures du Mans, et on a appris depuis le début du podcast que ce serait Sir Mark Cavendish qui donnerait le départ des 24 heures du Mans, donc on était pas loin. Et Laurent, la dernière fois qu'un cycliste de ce calibre a donné le départ du 24 heures du Mans, c'était un Français.
Il y en a pas eu 50 parce qu'il y en a eu qu'un. Alors, est-ce que Alpine va gagner les 24 heures du Mans? Je sais pas, mais quand il y a eu un cycliste français qui était Raymond Poulidor qui a donné le départ, c'était 78 et c'était Renault Alpine qui avait gagné avec Didier Pironi et Jean-Pierre Josso. Alors, est-ce que ça a apporté bonheur à Alpine? On l'espère pour les Français, mais voilà. Donc, ce sera bien Sir Mark Cavendish, recordman de victoire d'étape au Tour de France. J'allais dire aux 24 heures du Mans. Au Tour de France qui donnera le départ. La Mark Cavendish qui sera évidemment mis en lumière avec cette position de starter. Et nous ne manquerons pas de vous faire vivre ça sur place. Il va les mettre minables au sprint. Ça, au sprint, je pense qu'il n'y aura pas photo avec Mark Cavendish. On sait qu'il y a beaucoup de pilotes qui font du vélo. Je pense que les échanges seront assez intéressants entre Mark Cavendish et les pilotes qu'il pourra éventuellement rencontrer en amont de la course. Laurent, merci. On remercie Thibaut également d'être venu dans ce nouveau numéro de notre podcast. Et on se donne rapidement rendez-vous dans un prochain numéro. Bye bye.